Aujourd'hui, on va parler du court totalitarisme 2 entre les deux guerres. La Première Guerre mondiale a causé plusieurs conséquences graves, surtout en Europe. Ok, maintenant je vais enchaîner avec le premier mot-clé qui est éclipse de l'Europe. Ok, donc, avant la Première Guerre mondiale, l'Europe, elle dominait sur tout le monde, toute la planète, environ. Et ils avaient notamment une influence très grande sur l'Afrique et l'Asie. Mais là, après la Première Guerre mondiale, ce fut un continent complètement dévasté. Donc, la Première Guerre mondiale, elle a causé environ 22 millions de morts et 35 millions d'invalides. Les invalides, c'est les gens qui sont soit mutilés, donc qui ont perdu une jambe, un bras ou une main, qui sont plus en état de travailler et qui souffrent de malnutrition. Donc la malnutrition, c'est aussi une conséquence de la Première Guerre mondiale. Mais surtout, les invalides, ils avaient des troubles mentaux. Donc là, ils avaient une santé mentale très endommagée. Les soldats, premièrement, ils se trouvaient dans des situations très difficiles durant la guerre. Et après, ils étaient plus capables d'être sincères dans la vie à cause du fait qu'ils ont été témoins de tant d'atrocités et qu'ils étaient en plus obligés d'en commettre. Donc, c'est ça. Et aussi, c'était l'époque des maladies. Donc, plusieurs maladies se sont intensifiées, comme la tuberculose, durant cette période de temps. Et il y a aussi eu plusieurs pandémies, dont la grippe espagnole. Donc, la grippe espagnole, c'est une maladie, ça touchait surtout les jeunes. Et les moyens qu'on avait employés pour résoudre le problème, ça ressemble à ce qu'on fait pour la COVID aujourd'hui. On mentionnait, entre autres, dans les journaux, le nombre d'infectés, de nouveaux cas. Et, en fait, la grippe espagnole, elle a causé encore plus de morts que la Première Guerre mondiale elle-même. Donc, cette grippe-là, elle a emporté avec elle plus de 50 millions de victimes. C'était en fait en partie parce que l'Europe, elle était déjà affaiblie par la guerre et la famine qu'elle a causée. Ok. Aussi, troisièmement, l'Europe avait une énorme dette. Donc, les gouvernements européens se sont beaucoup endettés afin de payer l'armée et tout ça. Donc, ça coûtait extrêmement cher. Et en fait, plusieurs pays, ils ont emprunté de l'argent à des pays qui ne participaient pas à la guerre durant la guerre. Comme par exemple, on a beaucoup emprunté des États-Unis. Donc, beaucoup de pays avaient une dette envers les États-Unis. Et les pays gagnants de la guerre, les vétérans, et ils recevaient toute une gloire. Donc, on les félicitait. Mais là, les pays perdants, ils recevaient rien, mais la honte. Donc, après la guerre, il y a eu beaucoup de violence, de criminalité, d'inflation. Inflation, c'est quand la monnaie perd sa valeur. Et il y a bien évidemment eu le chômage et la crise économique. En fait, le chômage et la crise économique sont reliés entre eux. Durant la guerre, il y avait beaucoup de postes de travail qui étaient importants et essentiels. Mais après, on n'en avait plus vraiment besoin. Donc, les travailleurs, ils se retrouvaient au chômage et cela va avoir un impact direct sur l'économie. Et quatrièmement, les colonies des pays commençaient à se décoloniser. Donc, ils devenaient de plus en plus indépendantes. Et on a par exemple l'Afrique qui avait commencé à se révolter parce qu'ils voulaient plus d'autonomie. Ouais. Donc, en gros, à cause de tous ces facteurs, l'Europe a commencé à décliner. Par contre, les États-Unis, ils ont eu un dépassement et ils ont pu s'affirmer et ils sont devenus une grande puissance mondiale. Et finalement, une note, les historiens, ils disent que c'est plus l'année 1918, donc l'année de la fin de la Première Guerre mondiale, qui a marqué le 19e siècle, plutôt que l'année 1901 lui-même.
Maintenant, je vais présenter le mot-clé assimilation des masses populaires. Donc, assimilation des masses populaires, ça signifie que la société devient de plus en plus uniformisée. Comme vous le savez, les historiens considèrent la Première Guerre mondiale comme la fin du XIXe siècle. Au XXe siècle, il y a de plus en plus de moyens de communication. Et le résultat est l'uniformisation sociale. Entre autres, cette uniformisation a permis la naissance de plusieurs ligues sportives, comme par exemple un exemple connu, les Canadiens de Montréal, qui furent fondés en 1909. Celle-là, c'est une photo de la première équipe des Canadiens durant leur première année de fondation, donc en 1910. Ailleurs, qu'en Amérique du Nord, il y a aussi des ligues de soccer ou de cyclisme. L'industrialisation fait que les gens acquièrent la même idéologie. La noblesse est finie avec la guerre et les soldats sont devenus comme des pions qui sont déplacés sans respect. Durant la guerre, les soldats n'étaient plus traités comme des militaires, mais comme des pions, qu'on pouvait mettre où est-ce qu'on voulait, les faire retirer comme on voulait, qu'ils meurent sans problème. C'était comme des pions dans une partie d'échecs. Mais c'était comme vous le savez, la Première Guerre mondiale était très différente des guerres antérieures. Ça, c'est un autre point de différence. Une autre uniformisation sont les chaînes de montage. Dans les usines, il y a l'invention de la chaîne de montage, qui permet la succession des opérations d'assemblage des composants d'un seul produit. Cette idée sera répandue de plus en plus et de plus en plus utilisée. Et les gens vont s'adapter aux produits, contrairement à l'inverse, que ce soit les produits qui s'adaptent aux gens. Par exemple, que ce soit la demande qui décide de quel produit on va faire. Également, l'urbanisme continue. Cependant, les nouveaux quartiers sont comme des dortoirs. On dort la nuit et on allait à lire le jour. Ce sera des quartiers sans histoire, sans une identité précise. On ira même à les appeler des quartiers anonymes. Puisqu'il n'y a personne là-bas qui dort ni rien, même la fin de semaine on va ailleurs, ce sera des quartiers sans une grande vie sociale. On les appelait des quartiers dortoirs. Humiliation des perdants. La guerre se termine en 1919 avec le traité de Versailles. Les nations européennes, comme les Anglais et surtout les Français, qui avaient subi de dures attaques lors de la guerre, veulent se venger, humilier les perdants, principalement les Allemands. Donc, à la conférence de Paris de 1919, seuls les représentants des pays gagnants s'y retrouvaient, car les perdants étaient exclus et n'avaient pas le droit de négocier. Durant cette conférence, le président américain Theodore Roosevelt montre l'idée du concept qu'à la fin de tout empire, chaque ethnie, nationalité a droit à sa propre nation et son propre territoire. C'est donc la fin des empires. Aussi, avec ce traité, la carte de l'Europe change énormément. L'Empire autrichien s'est démembré en plusieurs petits pays. L'Empire ottoman n'existe plus. La Pologne retrouve son territoire et la Lorraine retourne dans les mains des Français, ce qui humilie les Allemands. Les Français gardent le droit d'exploiter les mines et ils demandent aux colonies africaines d'aller occuper la Sarre, un territoire allemand, dans un but précis d'humilier encore plus les Allemands. Et lors de la signature du traité de Versailles, les Allemands se faisaient humilier, car on les considère comme responsables de la guerre, et cela toute la nation. Les Allemands n'eurent aucune autre option que de signer ce traité humiliant, et ils doivent rembourser tous les dommages que la guerre a causés, ce qui correspond à 103 milliards d'or. Maintenant, je vais présenter le mot-clé année folle. Bien évidemment, ces belles années ne concernent pas les perdants en Europe. Donc, plus précisément, surtout l'Allemagne, qui a reçu plein de criticisme des autres pays. Entre les années 1920 et 1929, l'Amérique se réjouit et l'Europe pleure. En Amérique, il y a eu un énorme essor économique
Donc, c'est devenu une façon différente de s'organiser. La production économique augmente. Il y a deux secteurs qui s'affirment. Le secteur des automobiles et le secteur chimique, donc les fertilisants. Comme vous le savez, mais à cette époque, à partir du XXe siècle, la population a augmenté, surtout grâce à l'agriculture. Donc les réformes, des meilleures plantations, des meilleures techniques. Dans les années 20, les fertilisants ont été introduits. Puisque l'épuisement du sol a toujours été un problème, et les techniques de fertilisation de ce temps n'étaient pas très efficaces, avec cette invention, les terres sont devenues en quelque sorte inépuisables. Il y a aussi la mécanisation de l'agriculture. Plus de consommation et la communication avec radio est devenue de plus en plus fréquente. Comme vous le savez, quand les hommes vont à la guerre, c'est les femmes qui sont demandées de remplacer au travail. Mais avec les années folles, il y a de plus en plus de femmes qui sont restées au travail. Les voitures ont grandement contribué à la création de la classe moyenne. Et la classe moyenne, c'est une grande portion de la population qui ne sont pas trop riches, pas trop pauvres, mais qui ont un salaire qui leur permet au fil du temps d'augmenter leur niveau de consommation et de s'acheter des produits comme des radios, faire des voyages chaque année ou s'acheter même une voiture. La classe moyenne est une stratégie de marketing d'une compagnie commerciale en particulier qui s'appelle Ford. Mais encore aujourd'hui, elle est encore là et c'est une compagnie d'automobile. C'était Ford en particulier car elle a inventé les paiements mensuels. Donc grâce à cela, beaucoup de familles américaines ont acheté une voiture et l'ont payée sur une période de quelques années. 2, 3, 4, 5, des fois ça arrivait à 6. Le fait qu'on a acheté plus de voitures signifie qu'on en produit plus. Donc la compagnie peut embaucher plus de personnes, puis augmenter les salaires. Et donc, il y aura plus de main-d'œuvre et plus de personnes au travail, avec beaucoup de salaires qui leur permet de s'acheter des voitures, de s'acheter plein de trucs comme une maison, des radios, faire des voyages comme je l'avais dit. Et ils produisent plus et gaspillent plus d'argent. C'est la plus grande chance de l'économie. Également, oui, cela même a une chaîne économique assez positive. Il y a une économie plus forte et les prix deviennent de plus en plus abordables. Il y a un grand essor économique, car pour acheter plus, les gens travaillent plus, donc produisent plus. C'est la plus grande chance de l'économie. Également, il y a le changement de certaines coutumes. Par exemple, maintenant, les jupes des femmes sont plus courtes. Autrefois, elles arrivaient jusqu'aux chevilles, mais se sont raccourcies jusqu'aux genoux. Bien sûr, on est encore loin d'aujourd'hui. De même, il y a la prohibition. Quand on parle de prohibition, on interdit la consommation et la production de l'alcool. À l'époque, il y avait une mentalité très moraliste qui a fait en fait qu'un État après l'autre a interdit l'alcool, puis une province après l'autre après cela. Au point qu'on arrive que partout en Amérique du Nord, on ne pouvait pas consommer légalement de l'alcool. Partout sauf un territoire. On pouvait produire, vendre et consommer de l'alcool comme on voulait, qui est le Québec. La raison la plus probable est que c'est les protestants qui ont fait ce mouvement et la province est majoritairement catholique. Donc, il y a moins de sévérité sur la production de l'alcool et la consommation en fait. Prenons la brasserie Molson par exemple. Cette brasserie a toujours fonctionné et il produisait énormément d'alcool qui était vendu probablement en contrebande. Donc, des groupes criminels vont faire une distribution clandestine de l'alcool produit au Québec, qui a été acheté en contrebande par les brasseries, par exemple la brasserie Molson, et cette boisson va être vendue un peu partout en Amérique du Nord.
Par contre, cela a duré seulement quelques années, seulement 4-5. Et après ça, tous les territoires sont revenus à la libération de l'alcool. À la fin des années 30, les interdictions sont tombées car l'État perdait énormément d'argent. Les gains qu'ils allaient aux organisations criminelles, l'État, genre le gouvernement, s'est rendu compte que ça pourrait être taxé et servir d'un revenu très très important aux États. Donc, c'était majoritairement sur un prétexte économique et financier qu'il y a eu la libération de l'alcool. Donc, ils sont retournés à la consommation de l'alcool, mais très taxé. Encore aujourd'hui, c'est très taxé. Un autre élément de la folie est l'excessive confiance de la bourse. Car avec le temps, il y a eu un déséquilibre entre la valeur réelle et la valeur vendue. C'est donc le crash de la bourse. Jeudi noir. Les années folles vont se terminer d'une façon abrupte, le 24 octobre 1929. Ce jour-là, la bourse a fait une chute terrible, ce qui a été un événement tragique pour beaucoup de personnes. Car durant les années folles, ces classes moyennes qui s'étaient développées avaient pris de plus en plus confiance dans cet outil, qui était la bourse, où on vendait et achetait des titres des actions. Mais pour la plupart, ces investissements en bourse étaient des investissements spéculatifs. Ce qui veut dire que les gens investissaient dans les entreprises, non pas sur le long terme pour se faire des économies pour s'acheter par exemple une maison ou un pension de retraite dans 10 ans, mais dans un but précis d'un gain rapide. Donc, ceci a fait monter les prix des actions. Mais l'histoire nous montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui profitent de cette situation. Et c'est inévitable que c'est un crash avec la chute des actions où les pertes étaient incroyables. Beaucoup de banques ont fait faillite et c'est devenu une crise économique. Cet événement a été tragique et terrible et il a passé à l'histoire comme le Jeudi noir, ce qui a suscité la panique. De plus, les conséquences de cette crise financière ont été terribles. Car durant les années folles, il y avait le cercle positif de l'économie, où les gens dépensaient plus car ils travaillaient plus, ils produisaient donc plus et on embauchait plus de monde. Mais ça, c'était le cercle positif. Alors que le Jeudi noir a fait changer la direction des choses. Les gens perdaient beaucoup d'argent. Et quand on perd de l'argent, on dépense moins. Quand on dépense moins, on produit moins. Et les gens perdent leurs emplois. Certains n'arrivaient même plus à faire leur paiement mensuel. Et le taux de chômage augmente d'une façon astronomique. Aux États-Unis, en seulement une année, le taux de chômage était monté jusqu'à 14 millions de chômeurs. Et beaucoup de ceux-ci s'étaient rendus jusqu'à la fin, où ils n'avaient même plus assez d'argent pour se nourrir adéquatement. Aussi, l'argent perd sa valeur, ce qui mène à la pauvreté. La crise va se répandre un peu partout, en Amérique latine, dont l'économie dépendait de celle des États-Unis, car elle était sur la sphère d'influence des États-Unis. Et aussi en Europe, où ça a causé de l'inflation et l'argent perd la capacité de mener. C'est donc la Grande Dépression. Les années 1930 jusqu'aux années 1934 ont été caractérisées par une époque, par plusieurs familles qui se sont retrouvées dans la misère. C'est le phénomène du cercle vicieux. Les gens ne dépensaient pas pour garder l'argent pour l'essentiel, comme manger, boire, s'habiller. L'argent ne circulait donc pas et toute l'économie en souffrait.
Aussi, il y a eu plusieurs conséquences politiques. Il y a des partis communistes qui disent qu'il faut se tourner vers un système communiste en montrant tout ce que le monde capitaliste a fait. Et aussi d'autres partis extrémistes s'imposent, tels que les partis nazis et les partis de dictature qui mèneront au parti fascisme en Europe plus tard. Dernier mot-clé, New Deal. Entre 1931 et 1932, une énorme dépression, donc une dépression très forte et très profonde, va prendre place aux États-Unis et ça va durer très très longtemps. On n'arrivait pas à s'en sortir car c'était en fait un cercle vicieux. Donc au début, on a le chômage et puisque les chômeurs, ils n'avaient pas tellement d'argent pour s'acheter des choses, ben on n'achetait pas. Si on n'achetait pas, on ne produit pas. Si on ne produit pas, on n'embauche pas. Et si on n'embauche pas, ben ça fait qu'il n'y a pas de travail pour les chômeurs et ça fait que le chômage augmente encore plus et ainsi de suite. Maintenant, comment briser ce cercle? Comment changer les choses? La solution va être apportée par le président Franklin Roosevelt. Donc, Franklin Roosevelt, c'est aussi le président qui a été en poste le plus longtemps dans l'histoire. Il a été réélu 4 fois et il va mourir en tant que président juste la veille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Son projet afin de rehausser les États-Unis, le slogan c'était New Deal. Ça s'est passé en 1932. Sa solution appuyait la pensée d'un économiste nommé Keynes qui disait que les chômeurs devaient avoir un emploi stable. Comme ça, ils auront confiance. Ok, laissez-moi vous expliquer. Donc, tant qu'ils sont au chômage, les chômeurs ne savent pas combien de temps ils vont rester au chômage. Donc là, ils vont acheter le moins possible afin de sauver l'argent. Et ils vont seulement acheter ce qui est vraiment nécessaire. Toutefois, avec un emploi stable, ils auront la confiance de dépenser plus parce qu'ils sont certains qu'ils ont un salaire fixe, ils vont recevoir, ils ont un revenu régulier, donc ils vont recevoir un tel montant d'argent à chaque X temps. Donc ils auront aussi l'initiative de dépenser plus et non seulement pour ce qui est nécessaire. Donc, pour faire retourner le cercle, l'État va décider d'embaucher les chômeurs en leur faisant construire de nouvelles infrastructures. Donc, ça va être des œuvres publiques comme des routes, des ponts, des universités, des écoles, des tunnels, des stades, des choses comme ça. Donc, toutes sortes d'infrastructures comme ça. Cela va aussi permettre à l'État d'embaucher beaucoup. Mais là, pour relancer cet emploi-là, il fallait quand même de l'argent. Donc, où est-ce que les États-Unis vont prendre cet argent? Ils vont en fait s'endetter, ils vont emprunter de l'argent à d'autres pays. En fait aussi, jusqu'à ce moment-là, les États-Unis, ils étaient très disciplinés avec leur budget. Donc, il y avait en fait peu de taxes, mais c'était très important et obligatoire de les payer. Et le gouvernement ne dépensait pas non plus plus que ce qu'il produisait, donc ce qu'il avait. Avec ce projet, la tendance du cercle vicieux de la crise économique va être renversée et ça va être remplacé par un nouvel essor économique. Donc en gros, l'économie est revenue et la politique de Franklin Roosevelt a marché. Donc son projet New Deal a fonctionné. Aussi, la nouvelle devise va être on embauche, on achète, on produit. Ce nouvel élan économique est demeuré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et ça a aussi aidé les États-Unis à bien s'armer pour cette guerre. Donc, cet élan économique a aussi aidé les États-Unis à bien se préparer pour cette guerre. Et toutefois, quand la prospérité économique est revenue, les États-Unis n'ont jamais remboursé leurs dettes. Ils n'ont jamais repayé les pays à qui ils avaient emprunté de l'argent. Aujourd'hui, afin que l'économie puisse continuer de rouler, le fédéral donne environ 2000 $ par mois aux chômeurs. Et ouais, voilà, c'est ça.